La population est prise en étau entre les différentes parties qui s'affrontent. Les forces de sécurité, les milices et les séparatistes armés sont responsables d'homicides, de viols et d'incendies d'habitation. Les personnes qui dénoncent ouvertement ces atrocités sont menacées et arrêtées de façon arbitraire. Ce sont là quelques points du nouveau rapport d'Amnesty International publié il y a quelques jours, d'où l'axe principal du débrief de l'actualité qui s'intéresse justement à cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc au panel ce soir sur Canal 2 International. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre en direct sur nos pages Facebook et YouTube. Nous avons donc un panel assez alléchant ce soir, d'ailleurs, comme tous les soirs sur Canal 2 International. Je commence par la société civile qui est bien représentée sur ce plateau, Conscience africaine Nord-Ouest Littoral. Tantet Amadou, bonsoir. Good evening, Madam Lil. Thank you once more for giving this opportunity to be on your studio today. Permit me use this opportunity to extend my warm greeting, special greeting to our newly enthroned fund of Baba One village in the Northwest region, which is, I think, one of the youngest fund in Cameroon for now. I say I'm happy to be here, and equally to my mentor, Dr. Hile Kamga, who I think is watching me live right now from Yaoundé. Merci beaucoup. On salue d'ailleurs le docteur Hile Kamga en direct de Yaoundé, l'offre Orange. Docteur Patrick Rifoé, acteur politique qui nous vient du RDPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir au panel et bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent ce soir. Vous avez vu l'arrivée de notre très cher Camerounais Kylian Mbappé tout à l'heure avec une effervescence extraordinaire du côté de Yaoundé. Ça vous parle? Je ne sais pas si c'est un Camerounais, je sais que son papa est Camerounais, donc il a ses racines ici. Effectivement, c'est un visiteur de marque. Et ça ne peut pas faire de mal au marketing du Cameroun que vous ayez un individu comme celui-là qui est suivi. Pas un individu, un Camerounais, puisque ça a reçu par les autorités, le Premier ministre. Oui, mais un invité de marque doit être reçu par les plus hautes autorités. C'est un invité de marque. Parce qu'on a dit individu. Non, justement, il faut faire attention. La notion d'individu est une notion sociologique qui n'a rien de dévalorisant, contrairement à ce que la DOPSA veut faire croire. Ça n'a rien de dévalorisant. Donc, j'étais en train d'indiquer que c'est quand même un individu qui est suivi par des centaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, quand il fait simplement un tweet, le nombre de personnes qui suivent, qui relaient ces informations. Quand il joue au football, parce que c'est ce capitaine quand même d'une grande équipe. Oui. Pour nous qui sommes Camerounais, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il incite les gens à visiter le Cameroun, à venir comme il est venu au Cameroun. Donc je suppose qu'il va faire un ou deux tweets et que nous allons en profiter pour avoir davantage de visiteurs dans les mois qui suivent. Je constate également qu'il a prévu de faire un arrêt dans l'île natale de ses parents, Djebalé. Ce n'est pas anodin. Et certains sur les réseaux sociaux indiquaient que Aurélien Tchouameni, avant de signer son contrat au Real de Madrid, avait dû passer par le Cameroun. Pour prendre les bénédictions. Voilà. Je ne sais pas s'il est venu également dans la route d'Aurélien pour être béni, mais on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. On a d'ailleurs vu les très belles images de nos envoyés spéciaux du côté de Yaoundé, Hassentia, Boudier, Raoungoufo, tous qui sont mobilisés depuis son arrivée à l'aéroport jusqu'à cet instant précis où sera chez Noah, au village de Noah. Demain, il sera reçu par les autorités du Cameroun. Et samedi, il va prendre la route pour Douala pour participer justement à ces œuvres de charité-là. Docteur Hubert Barak-Warak, chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université de Douala. C'est un plaisir de vous revoir, ça faisait longtemps. Le plaisir est partagé, Lille. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de bonheur que de ma posture d'universitaire, je voudrais participer à une meilleure compréhension de toutes les problématiques qui meublent souvent ce débat. Donc je suis très heureux d'être là une fois de plus. Vous êtes fan de football? Un peu. Beaucoup plus de basket. Finalement, l'enfant prodige, comme on le présente, est là au Cameroun. Vous, ça vous inspire quoi? On regarde l'effervescence autour et les dispositions, même sur le plan sécuritaire, administratif, qui ont été prises par les autorités du pays pour le recevoir. De prime abord, on est tous
de prime abord, on est tous contents qu'il revienne, qu'il soit là. Ça permet, comme le docteur Rifo le disait, ça permet de vendre un peu plus, un peu mieux l'image du Cameroun. Maintenant, s'il s'agit du retour de l'enfant prodigue, quand vous dites je veux copier un peu la petite histoire biblique, je pense que c'est aussi une bonne chose. Peut-être qu'il faut commencer par là et on verra pour la suite. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit c'est quand même Mbappé, issu, l'aîné Mbappé. Donc ce sera peut-être important de pouvoir communier et de savoir qu'il vient quand même de quelque part, puisque ses parents sont là, il est accueilli par sa grand-mère, etc. C'est important toujours de faire un clin d'œil, même s'il y a le débat de la double nationalité qui revient avec sa visite au Cameroun, mais c'est important de ne pas rejeter un enfant qui décide de rentrer chez soi. Et je pense que c'est peut-être l'occasion pour lui aussi d'essayer un peu de réparer l'offense qu'il a fait à la majorité des Camerounais en choisissant d'être d'une nationalité plutôt que de celle-ci. D'être français. Et vous connaissez tout le tollé que sa position lorsqu'il a fallu parler de son départ du Cameroun et tout ça. Donc, beaucoup de Camerounais ont pris ça un peu comme une espèce d'offense, à la limite comme une trahison. Donc le fait qu'il revienne peut aussi être interprété comme étant le moyen pour lui d'essayer d'abord de se racheter et peut-être de remettre les choses à plat. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message justement par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun, que bon, vous avez décidé de programmer le débrief à l'heure où tout le monde est focalisé sur Kylian Mbappé qui va regarder cette émission, mais toujours est-il, chacun regarde le programme qui l'intéresse en fonction des thématiques et en fonction de l'actualité. On va recevoir tout à l'heure Maître Achille Ledjo, qui est avocat au barreau du Cameroun. Il va nous retrouver avant la fin de ce programme. Alors je commence par vous, Patrick. Nous avons eu le rapport d'Amnesty International, énième rapport. On se rend compte que la population est toujours prise au piège des atrocités. Écoutez, je pense que Amnesty International fait un rapport qui étonne peu les observateurs avertis. Et j'ai la faiblesse d'en être. Et c'est un rapport que j'ai parcouru. Et je n'ai pas été étonné du contenu de ce rapport. Parce que, au-delà de l'annonce, je me suis intéressé, pour commencer, aux allégations d'exactions commises par l'armée camerounaise. Et ça fait à peu près 10 pages dans ce rapport. Et on a plus de une soixantaine de pages. Voilà, sur un rapport d'une soixantaine de pages. Et l'impression générale que vous avez, c'est que Amnesty International, qui ne veut pas produire un rapport qui met simplement en cause les sécessionnistes ambazoniens, a essayé d'équilibrer son rapport en rapportant quelques exactions qui auraient été commises par l'armée camerounaise. Et ils vous disent eux-mêmes que depuis 2021, il y a un certain nombre d'enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes contre les soldats qui auraient commis des exactions dans cette zone-là. Il y a un récit que j'ai trouvé très amusant dans le rapport, c'est qu'on vous dit, OK, il y a des soldats qui ont commis des exactions et les populations sont allées se plaindre chez les autorités. Et les autorités ont reçu ces populations en disant, OK, puisque vous estimez que les soldats ont commis des exactions, on va réunir les soldats. Est-ce que vous pouvez reconnaître les soldats qui auraient commis ces exactions-là? Parce qu'il faut identifier, à partir du moment où vous estimez que vous êtes des victimes, il faut identifier les coupables. Mais les mêmes populations qui prétendent qu'elles ont été victimes d'exactions de la part de l'armée disent au préfet, on n'est pas capable de reconnaître ces... Il y a peut-être le traumatisme aussi, parce que dans une période comme ça, il y a le traumatisme, il y a la peur, il y a tellement de raisons qui pourraient amener ces populations-là à hésiter quand même. Je veux bien, je veux bien, mais si ça concerne une personne, je vais comprendre que ce soit le traumatisme. Mais si vous avez 4-5 personnes qui disent c'est l'armée qui a commis, et que ces 5 personnes, elles sont toutes devenues amnésiques, il y a un souci. Moi, je dis, je veux bien qu'on mette en cause l'armée,
Mais la situation actuelle est une situation dans laquelle vous avez l'armée qui tente de limiter autant que faire se peut le potentiel de nuisance des milices ambazoniennes. Et j'ai la chance d'aller souvent dans ces zones-là régulièrement, récemment. Moi, ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'un certain nombre d'établissements qui n'avaient plus rouvert depuis 2017 ont rouvert en 2022. Donc, oui, il y a des exactions, mais il y a une forme de normalisation et il faut saluer cette normalisation-là. Et cette normalisation-là tient essentiellement au fait que les forces de défense et de sécurité et l'administration font un travail qu'il faut saluer. On reviendra dessus tout à l'heure, puisqu'on voudrait d'abord faire le point sur ce rapport d'Amnesty International. Amadouya, justement, que c'est 64 pages et on dénonce là-dessus l'exécution extrajudiciaire, des tortures, violences sexuelles perpétrés par les deux camps, forces de l'ordre, séparatistes. Vous avez des catalogues de violations de droits de l'homme et Amnesty International dit exactement que ce rapport, c'est sur la base de cette visite descente sur le terrain entre novembre 2022 et mars 2023. Vous, quand vous regardez ceci avec des témoignages, des photos, vous avez des parents qui témoignent dans ce rapport, vous avez des images qui vous font sérieusement mal. Vous, en tant que société civile, votre réaction? Well, thank you once more, Madam Lil, for giving me this opportunity to talk about this recent report from Amnesty International. Let me say I will start by commending Amnesty International for the wonderful job well done because, first of all, because Amnesty International did not write their own report based on what some other national or international organizations have been doing because they had to send people directly to the field to meet the victims. They are not based only on social media and other people as others group has been doing. At least I appreciate the report so much. When I look at the reports, I was very, very happy because first of all, because of the nature or the methodology that was used by the Amnesty International. While going to detail of what I will say, let me make some little observation what my co-panelist from ruling CPTM party just said here, because he talked of that they concentrated more on the defense and security forces. First of all, permit me to say that the Cameroon government is a recognized institution that is supposed to protect. I've signed both international and regional instruments to protect civilians and their properties. That's the first thing. If there's any problem in the country, they are supposed to be responsible. And if the government of Cameroon has failed in their responsibility because the defense and security forces are going about committing atrocities, executing people, executing unarmed civilians, raping women, these people will have to come clear and say what is it, the way it is, hit the nail directly on the head. We should not stop pretending, because it's true that the only thing the separatists knows, their only language is just violence. They don't have any power to initiate anything like a dialogue to call the other party on the table. So it is only the government. And if the defense and security forces are doing something wrong, we should acknowledge that fact. And with regard to the fact that you talk of the situation gradually coming to normal, well, that is somehow physically, sometimes we can say that the situation is gradually coming to normal because let me say, particularly in the Northwest region, I've just went through about more than 5 divisions just about a month ago, 5 divisions of the Northwest region, and I've seen the situation on ice. And believe me that most of the things that is happening is that the situation might be calm, but not that this war has ended, because all the warring parties, the defense and security forces and the armed separatists, they are still all over. Maybe they might, for some time, they might not be attacking, or they might not be doing one thing or the other. People keep calling on media to tell us that the situation is under control. The situation is under control. When you go to a town like in Bamenda, you look at what is happening. First of all, let me talk about with regard to the issue of ghost town. Ghost town is still being observed normally as it used to be. Ah oui, on a vu des personnes qui ont été tuées parce que pour avoir violé ces ghost towns et qui n'ont pas respecté. Of course, and in a way, as we are speaking right now, just last week, the armed separatists in Bamising, that's a village leading in an area leading Mezam division, between 3 divisions, Mezam division, Ngokchunya division, Bui division, and Dongamantum division. The separatists have prohibited movement of people and goods. Nobody is passing using that stretch of road. 3 divisions have been blocked, and nothing is being done. And the population that are there, they are suffering. At least we should say the things the way they are. Because now I've just left the village. I just arrived Douala about 2 or 3 days ago. And we had to pass through Fuman, pass through Banguren, and before reach Babisi, before going back to Ndop. And just imagine the distance that people are covering. At least Amnesty International, I appreciate the report so much, and I pray that this report should, at least the authorities, those who have been hearing on what the government is saying that everything is gradually coming to normal, should know exactly what is going on. At least we know what is happening. Just about 2 weeks ago, we know what happened in Kijomkeku. That so many, more than 10 civilians were killed, and so on and so forth. Alors, Abel,
il fallait cet énième rapport d'Amnesty International. Ça fait quand même depuis 2016 que la crise perdure sur le terrain. Aujourd'hui, on vous sort un rapport avec l'armée qui est indexée, avec les séparatistes également indexés de ce côté-là. À la fin, il y a quand même lieu de se poser des questions. Lille, je voudrais d'entrée de jeu, je vais en fait me focaliser sur ce qui est mon domaine. Oui, oui. Je voudrais dire d'entrée de jeu que la contre-insurrection, comme les insurrections, sont des modèles opératoires dans lesquels le centre de gravité, c'est la population. Pour qu'une contre-insurrection réussisse, il faut que les forces de défense et de sécurité arrivent à séparer la population des insurgés. En fait, de l'expression du maréchal de Lyautey, il faut gagner les cœurs et les esprits des populations. C'est là l'objectif principal. Et vous comprenez donc que une fois qu'on a réussi à couper les liens qu'il y a entre la population et les insurgés, c'est une insurrection qui va mourir d'elle-même. Bon, je voudrais partir de là pour dire que si la situation perdure aussi, c'est parce que d'une certaine façon, ces insurgés continuent à recevoir le soutien ou la collaboration de ces populations. Et je voudrais rejoindre l'avis du docteur Rifoué qui émet quelques réserves quant à la neutralité, je veux dire axiologique, ou alors à la neutralité scientifique du rapport de Amnesty International. Vous pensez que ça en charge? Je pense qu'il faut peut-être objectiver aussi l'objectivation, se poser des questions. Quelles sont les conditions, quelles sont les motivations et quels sont les objectifs recherchés par Amnesty International dans la publication de ce rapport. Mais vous avez là, dans ce rapport, des témoignages, des images, des noms même, des personnes qu'on a rencontrées sur le terrain. Vous ne pouvez pas quand même nous dire ici que vous doutez de l'objectivité de quelque chose qui a été fait sur le terrain avec une période déterminée, avec plus de 100 victimes qui ont été rencontrées, les autorités rencontrées, les journalistes même rencontrés, la société civile rencontrée. Donc toutes les différentes parties ont été rencontrées sur le terrain avant de produire un rapport sur la situation quand même qui prévaut actuellement, surtout dans le nord-ouest. Ce qui me pousse à émettre des réserves, justement, c'est que, comme je le disais tantôt, la difficulté, c'est de séparer le séparatiste du civil, du reste de la population. À partir de quand un séparatiste qui vient de poser un acte maintenant devient un civil? Est-ce que vous comprenez? C'est ça la difficulté, justement, dans ce genre d'opération. C'est-à-dire qu'il faut, les forces de défense et de sécurité sont appelées à faire preuve d'une très grande réversibilité. Il faut être capable d'être apte aux contacts les plus sympathiques, les plus amicaux, et en même temps être en possibilité de pouvoir réagir avec une très grande et une très forte intensité. La difficulté réside dans ce cas. Monsieur Rifoué a parlé tout à l'heure, le docteur Rifoué a parlé tout à l'heure de certaines victimes qui se sont présentées comme des victimes, qui ont témoigné, qui sont restées sous la preuve aussi, hein, c'est sa parole contre celle des autres. Qui sont restés sous le couvert de l'anonymat, mais qui ont de façon très directe indexé les forces de défense et de sécurité. Moi, la question que je pose, mais à partir de quand est-ce qu'on est sûr que ceux-là qui prétendent être des victimes ne sont pas des séparatistes? Ce sont les civils. À partir de quand? Cela pourrait rentrer aussi dans le sens d'une stratégie, des procédés qui sont très connus maintenant dans tout ce qu'on connaît comme engagement opérationnel contemporain. D'accord. La guerre de l'information, l'action psychologique, une façon de délégitimer toutes les actions qui sont faites par les forces de défense et de sécurité. Donc si vous avez lu le rapport, vous n'allez pas dire cette phrase-là, parce que quand vous lisez le rapport, exactement, il y a une partie où les forces de maintien de l'ordre, à travers les actions menées sur le terrain, on appelle à renforcer, pendant les recommandations, de renforcer un certain nombre de choses sur le terrain. On a dans ce rapport, c'est qu'il y a des responsabilités de toutes parts.
On est d'accord au moins là-dessus. C'est ce que le rapport dit. Il y a des responsabilités de toutes parts. Sauf que je continue à interroger la méthodologie de ce rapport. Je crois que dans les environs de la page 9 de ce rapport, justement, puisque je l'ai bien lu, ils ont précisé dans leur méthodologie qu'ils ont interviewé, ils ont interrogé telle ou telle personne, mais ils précisent qu'ils n'ont eu aucun contact avec les autorités administratives. Ils ont essayé. Ça a été précisé dans le rapport. Oui, ils ont essayé, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que vous arriviez à contacter la direction des affaires de défense des droits de l'homme du ministère de la Justice. Ils ont travaillé avec le droit de l'homme. Du ministère, la direction des droits de l'homme du ministère de la Justice, et que vous ne puissiez pas rentrer en contact avec eux parce qu'on ne vous a pas donné l'adresse d'un site. Parce que c'est mentionné, c'est écrit. D'accord, c'est bien compris. Alors on accueille Maître Achille Ledieu, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, merci de l'invitation. On entre directement dans le débat. Ce rapport, pour les uns, c'est sans objet, c'est quelque chose, ça cache autre chose, ça n'a pas d'objectivité. On questionne le positionnement d'Amnesty International dans notre pays. Vous, à votre niveau, en tant qu'avocat, quelle est la lecture de façon générale pour ce qui est présenté même dans ce rapport, différents secteurs, parce qu'il y a l'armée, il y a les populations, il y a les séparatistes, vraiment il y a tout le monde, toutes les parties inversées dans ce rapport. Ma foi, je pense que ce rapport d'Amnesty International est un rapport pour moi qui est très équilibré, un rapport fourni, un rapport qui en réalité est basé sur les éléments factuels. Ce n'est pas des imaginations, c'est des éléments factuels que l'on peut vérifier. Et je voudrais ici attirer l'attention de ceux qui pensent que Amnesty peut, à l'état actuel des choses, dans le nord et le sud-ouest, se permettre certains égards, je dis il faut faire attention. Vous savez, lorsque les organisations internationales ou alors certaines ONG essaient de mener des actions au Cameroun et qu'ils ressortent de leur rapport une certaine culpabilité des forces régulières, disons-le comme ça, il y a toujours une analyse à minima de ceux qui pensent qu'ils sont là pour représenter le parti au pouvoir ou alors pour représenter les institutions républicaines. Il y a cette phobie, cette peur de toujours vouloir porter un regard critique sur ce qui est. Depuis 6 ou 7 ans, nous sommes tous d'accord qu'il y a des exactions qui sont commises dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous n'avons pas besoin d'un rapport d'Amnesty International pour savoir que ce soit du côté de l'armée, que ce soit du côté des... Surtout qu'on a condamné certains militaires qui étaient impliqués. Les violations sont constatées de part et d'autre. Il me souvient que des partis politiques de l'opposition, notamment le SDF, dans ces différents rapports du NEC, avaient eu à interpeller le gouvernement de la République sur ces exactions-là. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire que dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, c'est le calme absolu. Vous ne pouvez pas me dire que dans les ripostes de l'armée, c'est toujours le respect des droits de l'homme. Non, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que nous sommes en période de crise qui dure depuis 7 ans dans cette région anglophone. Et justement, la cause anglophone, au départ, portée par certains groupes, s'est transformée en des revendications des bandits qui, n'est-ce pas, méritent un châtiment à la rigueur de la loi. Justement, l'armée de son côté, pour sécuriser les populations, est parfois amenée, bon gré mal gré, à commettre des exactions. C'est de ça qu'il s'agit dans le rapport d'Amnesty International. Amnesty International ne dédouane pas les bandes de milices, ne dédouane non plus les forces républicaines. Amnesty International, dans son procédé, dans sa façon de faire,
essaie d'attirer effectivement l'attention du gouvernement de la République sur ce qui se passe sur le terrain. Ne pensons pas qu'il y a une sorte d'accalmie là-bas. Certes, il en a, mais au prix de quoi? Au départ, je vais chuter par là. Au départ, ça c'est pour m'inscrire en faux par rapport au précédent orateur. Au départ, les populations en réalité soutenaient ces milices. Mais vous avez vu que depuis que la situation tourne, je veux dire, est devenue incontrôlable, ce sont ces populations qui sortent, qui dénoncent, et parfois au prix de leur vie. On connaît combien sont passés de vie à trépas pour avoir dénoncé certains ambazoniens. Patrick, il y a justement, mais dans ce rapport, il y a un volet qui attire l'attention de nos autorités et forces de défense sur le terrain, avec des communautés qui sont attaquées par ces séparatistes. Là, on parle des Peuls et des Bororo, constamment attaqués dans cette zone-là. C'est une façon quand même d'alerter les pouvoirs publics sur ce qui se passe en réalité sur le terrain. Non, avant de répondre à votre question, vous permettrez que je fasse une précision. Je récuse fermement le terme d'exaction dans le cadre de l'action de nos forces de défense et de sécurité dans ces deux régions. Il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des éléments égarés qui sortent des pratiques réglementaires, mais il n'y a pas d'exaction, parce que quand on parle d'exaction, ça signifie... Est-ce que vous avez tout un ministre en charge de la Défense qui s'excuse, qui fait des communiqués quand ces éléments ont commis des choses vraiment extraordinaires sur le terrain? Vous avez quand même un ministre qui a l'humilité de faire un communiqué, de vous dire que la situation est sous contrôle. Pourquoi vous voulez ignorer un travail qui est fait par la tutelle? Bien sûr que ce que je dis est en cohérence totale avec les propos que vous prêtez au ministre de la Défense. Je précise encore, il ne peut pas y avoir d'exactions commises, mais il y a des bavures. Dans le cadre d'une action, dans le cadre d'une intervention, effectivement, vous pouvez avoir des éléments qui ne respectent pas la réglementation, qui ne respectent pas les règles d'engagement. On l'a eu à plusieurs reprises, et à chaque fois qu'il y a eu des éléments probants, les éléments incriminés ont été... Il y a des procédures qui ont été ouvertes devant les tribunaux. Je crois que Amnesty eux-mêmes précisent dans leur rapport qu'il y a au moins 5 procédures qui sont pendantes devant les tribunaux à ce jour. Donc on ne peut pas parler d'exactions parce que ce ne sont pas des actions systématisées. Mais quand vous avez vos enfants à la maison, vous imposez des règles, mais il y en a toujours un qui n'obéit pas à ces règles. Mais là-bas, chacun choisit son vocabulaire. Hein? Et quand vous êtes... Mais je dis, non, quand on parle d'exaction, les mots ont un sens. C'est-à-dire, il faut pas s'aimer la confusion dans les esprits des gens. Les mots ont un sens. Quand on parle d'exaction, ça signifie que ce sont des actions systématiques et récurrentes. Il ne s'agit pas de ça. Pour répondre à ma question, c'est bien compris. Voilà, il ne s'agit pas de ça concernant l'armée, mais on peut utiliser le terme d'exaction pour ce qui est de l'action des bandes terroristes. Maintenant, pour revenir sur votre question, écoutez, même sur ce plateau, nous n'avons pas attendu le rapport d'Amnesty pour savoir qu'il y a un certain nombre de populations, notamment les Bororo et les Peuls, qui étaient ciblés dans ces régions-là. Ça a été dénoncé à plusieurs reprises sans que, justement, les organisations internationales, à l'instar d'Amnesty, ne s'en émeuvent. C'est parce que la situation est arrivée à un point où ils ne peuvent plus se taire sur les exactions qui sont commises par ces terroristes-là qu'ils en parlent aujourd'hui. Parce que les massacres des Bororo, les massacres de leur cheptel et autres, depuis 2017, c'est fait de manière récurrente, et ces gens-là ont été obligés eux-mêmes de s'organiser en milice pour essayer de protéger leur population, parce que il y a une dimension ethnique dans la lutte sécessionniste qui a lieu là-bas, où certains considèrent que les Peuls et les Bororo seraient des soutiens du gouvernement, donc il faut absolument les exterminer, ils n'ont rien à faire là-bas. C'est pour ça qu'ils sont systématiquement attaqués. Donc moi, ce que j'ai envie de dire au gouvernement, c'est qu'il faut protéger ces populations-là de manière particulière parce qu'elles sont ciblées justement en raison de leur origine ethnique. Et si nous n'y prenons garde, il peut y avoir un risque de génocide perpétré par les terroristes sécessionnistes dans ces zones-là à l'égard de ces populations qui sont aussi des populations camerounaises et donc qui ont le droit à la vie et qui doivent être protégées. Amadou, il y a qu'on va débattre. On va dire ça va, ça ne va pas, mais il y a une réalité sur le terrain. La population
est prise en étau entre l'armée, les séparatistes, ces milices-là dans la région du Nord-Ouest. Parce qu'au-delà même des témoignages qu'on a dans Amnesty International, nos équipes, les journalistes aujourd'hui ne peuvent même plus travailler librement dans cette partie du pays parce que c'est très compliqué. Il suffit de lever un peu le ton et vous êtes prêts à partir, que ce soit par l'un ou par l'autre groupe. Well, thank you once more for giving this opportunity. Let me start with another observation from Dr. Hubert Albert when he was trying to say that a report of Amnesty International, he's trying to say that most often when a separatist is killed, the people tend to say that it's a civilian or not. This one is a report that has been carried out by professionals. These are professionals who have done so many types of national and international trainings with regard to research or monitoring documentations and reportings. And they have come out with very clear facts. And these are facts that cannot be denied. I'm working on the field. I'm a human rights defender. And I know what I'm saying. We have carried out so many reports. I just saw what Amnesty International have done. It's true that they might not be 100% perfect, but I agree with that. What has been done by Amnesty International is exactly what is happening. And that's what is going on the field. And Mr. Patrick was trying to say that most of these attacks are not intentional and all the rest. We have so many attacks that even as we're saying that even the ministers of defense, the spokesperson of the minister of defense has confirmed that the defense and security forces have killed this group of people. Like in last year, there was a situation in Fungom subdivision and Menchum division where about 9 civilians, children and women were killed by defense and security forces. And the minister came out with a communique to apologize and said that that's exactly what happened. And they have open investigation. As he was saying here, the Amnesty International are precise that in most instances investigations are open or they are taken to the court. But what is it? How does it end? Also, they tell us that the investigation has been open, like this case in Fungong. The investigation was open since last year and up to date. They have not done anything. In the case of Fulani, in the other situation that happened in Gabu since 2020, the matter is pending in court, and up to date, we have not had any outcome of the matter. They are delaying with the matter. We all know that when you delay to render justice, means that you are indirectly denying the justice itself. So, with regard to your question on situation of population, you know that the populations are, as often say, that when 2 elephants are fighting, it's the grass that will suffer. In that situation, the population are trapped at the middle of all the pains. All what's happening is the population that is suffering. Like the situation I cited here, that the road has been blocked, it's the population that are suffering because the military are circulating on that same road, but the people and the civilian cannot attempt. Il y a une réalité là-bas. Lorsque je parle de façon j'affirme, quand vous avez un parent qui décède dans le nord-ouest et que vous devez faire le deuil là-bas, vous avez des barrières à payer. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là dictent les lois là-bas. C'est-à-dire qu'on vous dit pour enterrer votre corps ici, vous allez payer 300 000, 400 000. Et on vous exige même quand est-ce que vous allez rentrer. On vous dit, comme vous êtes ici, sachez qu'à 18 h, on ne veut plus vous voir à cet endroit-ci. Et à ce moment, vous traversez plusieurs contrôles et vous vous posez la question de savoir, finalement, ça se fait à ciel ouvert. That is it. And let me say, for example, between Babisi subdivision, which is about 30 kilometers away from Babisi subdivision and Kumbu, when you are moving that stretch of road, which is about 30-minute drive, you may have to meet a minimum every day, even up to now, I was speaking, minimum 3 or 4 checkpoints of separatists, and maybe 4 or 5 checkpoints of security forces. And at checkpoints of separatists, to go there, you have to ask you for 500, you put 500 on their carton. You are obliged to do so. You don't have any choice. You do so, and the drivers too are suffering because now the transport now is very high. Areas that we used to pay 2,000 francs to go, now you pay more at least 10,000-15,000 francs. Because even on the drivers on their own part, or they pay a lot of money on the defense and security forces to them on the route, and as well as to the separatists. You don't have any choice. Sometimes you see as the last time when I was visiting Kumbu, the driver told a member of defense forces who was trying to ask him for money that he does not have money. He said, tu me refuses l'argent, c'est pour aller donner à vos frères devant. Il faut que chacun mange pour lui. D'autres n'ont pas hésité pour donner aussi pour eux là-bas. Donc il faut que chacun mange pour lui. Donc it's the population that are suffering all these pains. But one of the reasons is because all the parties, the defense and security forces and the separatists, are claiming to be protecting the population. And when they are claiming to protect the population, now, when for example, the military notice that you are supporting the separatists, or you are accepting what the separatists are saying, in one or so many times they will be a threat to them, and they can do anything to you. And the other way around as well, if the security, the separatists who are most often closer to the population than the defense and security forces, because the government cannot have the defense and security forces that will place everywhere in the whole of North and South region. At times, you might accept the defense and security forces now, and when they leave, the separatist fighters will come back to your house for you. The defense and security forces will not be there. And the population now are very stranded. And they are the ones suffering all the pains. Alors, Albert, pourquoi est-ce que quand il y a un rapport
pareil qui sort. Il y en a eu, hein. Même Un Monde à venir a sorti des rapports. Il y a tellement d'ONG sur place. On a le REDAT même qui a sorti des rapports. On a aujourd'hui Amnesty International, énième rapport. Pourquoi quand il y a des rapports comme ça, des experts en défense, sécurité, les autorités et toutes les différentes parties ne s'asseyent pas autour de la table pour essayer de prendre ce rapport au sérieux et voir ce qu'on pourrait sortir de là pour améliorer une sortie, pour faciliter une sortie de crise dans cette région, que de dire oh, telle a raison, c'est un coup monté, on veut ternir l'image du Cameroun, etc. Oui, avant que je ne réponde à votre question, permettez-moi quand même de repréciser une ou deux choses. Lorsque je me prononce sur ce rapport, je n'ai pas eu l'intention de remettre en cause la totalité des informations qui sont remises dans le rapport. C'est tout simplement que, de ma posture d'universitaire, je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, objectiver aussi l'objectivation, interroger les tenants et les aboutissants de l'émission et de la rédaction de ce rapport. Je suis d'ailleurs allé sur le terrain de l'épistémologie pour dire que lorsque, dans un rapport, vous incriminez ou alors vous rendez compte, vous voulez rendre compte de telle ou telle situation, le mieux ce serait quand même de recueillir les avis de part et d'autre. Je ne voudrais pas douter du fait qu'il y a des situations, il y a des bavures qui peuvent être commises sur le terrain, mais je pense que avec le volume et l'intensité avec lesquels cela est décrit dans ce rapport, je pense que cela ne colle pas vraiment à la réalité. Je ne voudrais pas dire non plus que tout se passe bien, comme a censé le percevoir Maître Ledio. Je n'ai pas l'intention de dire que tout se passe bien. Je pense d'ailleurs que nous n'avons pas besoin d'un rapport de Amnesty International pour être au courant de ce que, entre les populations Fulani et les autochtones dans la région du Nord-Ouest, il y a une animosité, puisque ce rapport ne nous apprend pas grand-chose. C'est une animosité qui est antérieure à la crise anglophone. On se rappelle qu'à plusieurs reprises, il y a eu des affrontements sanglants avec des pertes en vie humaine entre les populations, des maisons incendiées, des cultures complètement... Les uns se plaignant de ce que les autres, avec leur pâturage, avec leur bétail, endommagent les pâturages, ainsi de suite. C'est la vieille querelle entre le sédentaire et le nomade. Mais là, aujourd'hui, il y a autre chose qui s'ajoute à... Justement, il y a cette complexification-là de cette animosité qui est faite par l'avènement de la crise. Mais je voudrais aussi dire que on a tendance à tout le temps à vouloir, de prime abord, dédouaner soit les populations, soit les... Mais je pense que de la petite information que j'ai reçue, il y a aussi une espèce de... Comment on appelle ça? De manipulation de cette crise. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y en a qui se servent. Monsieur Ntate, je pense qu'il ne me contredira pas. Il y en a qui se servent du fait qu'il y a des Ambazoniens, il y a des séparatistes. Je n'ai pas pu régler mon problème avec tel, alors je vais le dénoncer. Parce que c'est comme ça que ces Ambazoniens ont toutes ces informations. Alors je vais le dénoncer et peu après, vous voyez les Ambazoniens qui arrivent chez vous, qui pour prendre votre bétail, qui pour faire ceci, qui pour faire cela. Donc, beaucoup se servent de cette crise aussi. Il y a aussi des autorités qui se servent de cette crise. Effectivement, donc il y a une espèce de manipulation même, il y a une espèce d'instrumentalisation de cette crise. Et une instrumentalisation dans laquelle, je suis désolé de le dire, ces populations ne sont pas étrangères. Elles ne sont pas étrangères. Mais c'est elles qui souffrent, hein? Il y a des enfants qui ont été massacrés, qui partent pas à l'école, on a incendié des écoles, des commerces et tout. Au-delà de tout ce qu'on veut penser, on voudrait au moins qu'il y ait l'âme de ces populations qui souffrent au quotidien, même si elles ont leur part de responsabilité au regard, par exemple, de la sortie du gouverneur du Nord-Ouest qui demandait la collaboration entre les populations et les forces de maintien de l'ordre pour fournir un peu d'informations, un peu comme ce qui s'est passé avec Boko Haram de l'autre côté, où les populations ont carrément organisé la veille
pour gérer un certain nombre de choses. Donc il faudrait quand même, au-delà des différentes responsabilités, penser que c'est toute une région qui souffre. Oui, c'est toute une région qui souffre, je suis d'accord avec vous. Ce sont elles d'ailleurs les premières victimes. Voilà. Elles ont été les premières victimes dès le début de cette crise. Mais je pense aussi, et pour moi, je pense qu'il faut appeler beaucoup plus à une plus grande collaboration. D'accord, on viendra sur les propositions tout à l'heure. Le temps pour nous, on viendra sur vos propositions tout à l'heure. Le temps d'aller retrouver notre géostratège, Raoul Tayo Soumo, qui revient justement sur ce rapport d'Amnesty International et nous dit pourquoi les autorités camerounaises devraient prendre véritablement au sérieux cette sortie d'Amnesty International. On l'écoute. Il y a des raisons d'espérer que ce rapport puisse aboutir à quelque chose de concret. Souvenez-vous, par le passé, malgré les dénégations des autorités camerounaises, les différents rapports d'Amnesty International ont permis de prendre en compte certains avatars de la contre-insurrection. L'armée camerounaise a longtemps été accusée d'exactions contre les populations civiles dans le cadre de sa guerre contre Boko Haram. Donc, la prise en compte des rapports d'Amnesty International a en grande partie contribué à affiner certaines pratiques contre-insurrectionnelles. Aujourd'hui, l'on enregistre de moins en moins de bavures à l'extrême nord du Cameroun. On peut espérer qu'une telle tendance soit observée dans les régions anglophones du pays. Mais quoi qu'il en soit, l'armée camerounaise ne peut pas s'offrir le luxe de recourir à des pratiques terroristes pour lutter contre des personnes qu'elle qualifie elle-même de terroristes. Elles ne peuvent pas renoncer à l'état de droit et se placer dans la même logique que ces personnes qu'elle qualifie de terroristes. Donc l'enjeu de la prise en compte des conclusions de ce rapport est justement la mise en œuvre de pratiques contre-insurrectionnelles respectueuses de droits humains. Ce mot qui demande aux autorités de prendre en compte ce qui est dit là pour véritablement amorcer une autre phase dans la résolution de cette crise. Justement, ma chère, c'est le souhait, c'est la conclusion d'Amnesty International, sauf que nous sommes toujours en face d'un gouvernement parfois autiste qui ne suit pas certains sons de cloche. Je voudrais rappeler à mon cher docteur Patrick Rifoué qui s'offusquait de ce que j'ai utilisé l'expression exaction collée à nos forces de défense. Je voudrais lui dire que non seulement il n'a pas le monopole de l'amour des forces de défense, et puis c'est pas de moi, ça sort je veux dire des différents rapports, des différents éléments factuels, nous, en tant que juristes, mais n'oubliez pas que nous avons une casquette politique qui nous permet, ou qui nous a permis de suivre de bout en bout ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors je voudrais lui rappeler en français facile que exaction a peut-être pour synonyme sévice. Et quand il a pris la parole, il a utilisé l'expression exaction une fois, massacre deux fois, exterminer une fois. Ça, ce sont des termes très forts. Je voudrais également lui dire, s'il se rappelle un peu des événements de Ngarbourg. Ça se passe le 14 février 2020. Il y a pratiquement 23 civils tués, morts calcinés, parmi lesquels les femmes enceintes, les enfants. Et le président de la République, M. Paul Biya, avait prescrit une enquête dont le rapport avait été rendu le 21 avril 2020, incriminant, et je perds mon mot, les forces de défense d'avoir commis des exactions. C'est clair. Lorsque vous comprenez civils tués, arrestation arbitraire, extorsion, pillage, incendie des biens, on est bien dans le jargon des exactions. Ceci étant dit, je voudrais également convoquer ici le rapport de Human Rights Watch qui, effectivement, le 11 août 2022, disait effectivement, ou alors tirait la sonnette d'alarme sur les exactions commises de ce côté-là et par les terroristes
disons, par les bandes séparatistes et par les forces républicaines. Nous sommes tous d'accord que l'armée doit rétablir l'ordre de ce côté-là, mais comme le disait le géostratège, votre géostratège, l'armée ne doit pas mettre de côté l'état de droit pour riposter. C'est ça le problème. Et actuellement, nous disons également, nous joignons notre voix à celle de Amnesty International pour dire que depuis 6 ans, depuis 7 ans, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest n'a pas d'issue. Nous avons tant pinaillé sur ce problème, nous avons revu l'histoire de cette crise et nous sommes arrivés à la conclusion suivant laquelle il faudrait effectivement un véritable dialogue. Le panéliste tout à l'heure disait c'est difficile d'extraire le séparatisme ou le terrorisme des populations. C'est difficile. Pourquoi? Parce que le séparatisme, c'est nous. Il est dans la population. Un peu comme Boko Haram. Oui, c'est le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans quelque chose d'asymétrique. Nous ne connaissons pas celui-là. Il frappe ni vu, ni connu, à des temps, je vais dire de façon sporadique. Donc c'est difficile de l'identifier et de l'extirper de la population. La collaboration avec la population est un atout. La protection également de la population qui dénonce serait aussi un avantage parce que, voyez-vous, c'est difficile de dénoncer et de savoir que vous serez victime des exactions. Je finis par Patrick, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de laisser un peu de côté certaines divergences pour le oui ou pour le non et d'accentuer véritablement sur des résolutions du grand dialogue national? Parce que justement, on a parlé du statut spécial de ces régions-là, on a parlé de la décentralisation. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de pointer un doigt accusateur sur des ONG qui viennent de l'extérieur et qui souhaiteraient voir le Cameroun en faille? Mais toujours est-il qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'actionner tous ces leviers-là pour une sortie de crise définitive? Écoutez, lorsque vous avez une crise sécessionniste dans un pays, quels que soient les dispositifs de résolution que vous mettez sur pied, ça prend un certain nombre de temps. Le Sénégal à la Casamance, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Notre voisin immédiat, le Nigeria, a une bande sécessionniste sur son flanc est, ça fait plus de 40 ans aujourd'hui. Donc ce sont des situations qui sont complexes à régler. Ceux qui prétendent pouvoir les régler par un coup de baguette magique... On dit que le contexte est différent. Hein. Bon, on dit que ce sont nos frères qui pensent qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas. Donc il faudrait peut-être appuyer dessus pour pouvoir réunir les enfants d'une même nation. Je n'ai pas le sentiment que les Idjo et autres qui faisaient la guerre à l'État central biafrais n'étaient pas les frères des Nigériens. Hein. Ce sont leurs frères, mais parfaitement leurs frères. Sauf qu'à un moment, quand des gens disent on veut se séparer, mais même dans la Bible, quand et Abel se séparent, c'est-à-dire c'est dans l'ordre des choses que des gens qui sont même frères et sœurs décident un jour que nous ne pouvons plus vivre ensemble. Donc ce sont des tendances, et j'ai envie de dire, moi je dis toujours, c'est une tendance lourde des États modernes, parce que chez nous en Afrique, vous avez la forme armée qu'elle prend, mais dans les pays occidentaux aussi, vous avez le sécessionnisme. Hein. Quand vous allez en France, les Corses veulent se séparer de l'État français. Quand vous allez en Espagne, les Catalans, les Basques veulent se séparer de l'État espagnol. Même quand vous allez aux États-Unis, les sudistes sont encore des sécessionnistes jusqu'à aujourd'hui. Sauf que là-bas, on ne prend pas les armes. Bon, chez nous, la formation de l'État étant récente, les gens pensent qu'on peut encore résoudre les problèmes en prenant les armes. Donc moi je dis, il faut arrêter avec les yakas. Le yakisme, ça ne marche pas par rapport à ça. Sinon, il n'y aurait pas de tendance sécessionniste même dans les États beaucoup plus anciens que les nôtres. Maintenant, moi, ce que je vois quand je vais aujourd'hui dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui
prennent sur eux, qui prennent des risques inconsidérables, très considérables. Moi, je vois des sous-préfets qui sortent tous les jours pour aller en brousse dans des zones où on leur dit, si vous y allez, vous êtes attendus. Et ils ont perdu au prix de leur vie. Hein. Vous avez des mines qui ont été déposées comme ça, et puis les autorités, les sous-préfets, les préfets sont partis. Effectivement. Mais il y a des résultats, ça il faut le dire, il y a des résultats. Parce que ces gens qui risquent leur vie tous les jours parviennent à faire en sorte que certains sécessionnistes sortent de la brousse où ils étaient. Ils sont parvenus à faire en sorte qu'un certain nombre d'établissements redémarrent effectivement en 2022. Moi, je veux saluer ce travail-là. C'est un travail qui ne fait pas beaucoup de publicité parce qu'ils ne viendront pas vous dire « J'étais à Ikiluindi aujourd'hui, je suis allé rencontrer des gens dans tel village pour leur dire « Il faut cesser de protéger les sécessionnistes, il faut cesser de faire ami-ami avec eux parce que au bout du compte, c'est vous qui serez les premières victimes. Il ne faut pas se tromper. Les premières victimes des sécessionnistes, ce ne sont pas les membres des forces de défense et de sécurité, ce sont les populations là-bas. Donc, ce travail-là, c'est ce travail qui est un travail sous les radars. C'est ce travail-là qui doit se poursuivre parce que c'est un travail qui produit des résultats qui sont aujourd'hui des résultats probants. Quand je dis qu'il y a de l'amélioration sur le front sécuritaire, c'est justement parce que des gens se lèvent tous les jours, risquent leur vie pour aller parler aux enfants en leur disant « Non, vous avez fait un mauvais choix, il faut sortir de là, venez, on va discuter. On peut vous offrir un horizon plus intéressant que de vivre dans la brousse et de croire que le rançonnement, ainsi de suite, ça va vous permettre d'avoir un avenir meilleur. » C'est l'occasion de saluer le gouverneur de la région du Nord-Ouest qui ne dort pratiquement pas depuis qu'il est dans cette zone en crise. On salue le travail abattu par les forces de défense sur le terrain, mais il reste un souhait des populations du Cameroun tout entier, Amadou, c'est que cette crise prenne définitivement, qu'on n'en parle plus. Vous parlez de façon simple. Well, I think the first thing we need to do here for this, for us to lay the crisis to an end once and for all, the government need to be very sincere in the way they do things. And first of all, we have to acknowledge what we are doing. You cannot stop a problem when you have not first of all acknowledged that problem. You have to acknowledge the problem first of all and look into things genuinely. We don't have to keep politics aside, keep pretending. Because some of us are talking as if we love this country more than other people, which is not the case. On a des familles là-bas. On a des familles dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a des déplacés, des milliers de déplacés internes dans les régions. Aujourd'hui, c'est assez difficile de contenir, par exemple, la région du littoral ou bien la ville de Douala, parce que vous avez des déplacés internes à Bonabéry, à Village, et c'est une surpopulation avec des problèmes, des réalités. Donc, cette guerre, de façon directe ou indirecte, nous affecte tous. It is affecting all the Cameroonians, affecting us from all angles. Because when I was talking here at the beginning, I made mention of the fact that the road had been blocked. When the road is blocked, I met some people there who produce perishable products like vegetables, tomatoes, and others. They were complaining that they are unable to transport their products either to northwest or to west region, to littoral, to central region for market. So those things ended up getting bad, and it is the people that are suffering. And the pains that these people are going through is enormous. At least we keep saying that first of all, the government need to first of all limit the rate of human rights violation, because we cannot forget about the effects of the war. First of all, how do we do it? First of all, limit end impunity, because we know that one of the greatest problems we are facing in Cameroon is impunity. When the federal forces kills, they kill somebody or kill civilians, they ask the government to make sure the government maybe acknowledge that they have killed civilians. At the end, these civilians forces who were supposed to be in prison were supposed to be punished. The government end up not doing anything. They come up with a communique to tell us that they have arrested the person, but the different security forces that were involved in this act. But at the end, they don't punish them. And this are the kind of thing that encourage other defense and security forces to go out and keep committing the same crime, saying that the others did the same thing and nothing happened to them, and they can go their own and go free as well. On a compris votre proposition. Les autorités doivent être sincères, reconnaître un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Alors, Abel, il y a un géostratège qui suit cette actualité depuis et qui est dans le même registre d'experts défense sécurité, un peu comme vous. Il est certifié, il a travaillé longtemps. S'il prend la parole aujourd'hui pour demander aux uns aux autres de prendre en compte ce qui est écrit, ce qui est dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fond qui a lieu de faire pour les différentes parties pour qu'on réduise l'atrocité sur le terrain, ou bien les atrocités sur le terrain. Je vais répondre à votre question ou alors à votre sollicitation en bifurquant par la question précédente. Pourquoi est-ce que les autorités ne prennent pas en considération les rapports des ONG et autres? Eh bien, je vais vous dire tout simplement, de mon point de vue,
qu'il y a tout simplement là une question de crédibilité, de sincérité, de neutralité de ces organisations-là qui est remise en cause. Ça, vous l'avez déjà dit. Qui est remise en cause, qui est remise en question et qui donc justifie à un certain moment les réticences des autorités gouvernementales à accepter tout ce qui est... We should not... Because there are things very clear. The reports are only coming to ask the government to go and investigate what they are alleging that has happened. The government should go and investigate to come out and tell us. You should not raise anything that you are doubting what they are saying. Let the government go and investigate. Allez vérifier ce qu'on a dit dans tel rapport. Oui, justement, dans les recommandations pour sortir, il y a quand même cet appel aux autorités d'aller sur le terrain, de prendre les choses telles qu'elles ont été dites et pouvoir sanctionner. Il y a des enquêtes qui ont été ouverte depuis 2-3 ans, de pouvoir aller jusqu'au bout pour permettre à ces deux régions, et particulièrement la région du Nord-Ouest, de retrouver sa stabilité. Vraiment pour terminer, parce qu'on est déjà... Je crois que je ne me trompe pas si je dis ici que plus d'une fois Amnesty International a eu à faire des rapports sur le Cameroun qui ne collaient pas vraiment avec la réalité. Amnesty International a eu... Voilà. Oui, on accepte votre position là-dessus. Maintenant, pour terminer, je vous ai posé une question pour terminer. Acceptons une chose, il y a des exactions qui ont peut-être été commises sur le terrain, mais acceptons aussi qu'à un certain moment... Qu'est-ce qu'il y a de faire maintenant, en une phrase, pour que véritablement tous ces rapports, peu importe d'où ça vient, que ça puisse participer à la résolution de ce conflit? Je pense que ce n'est pas sur la base de ce rapport qu'on va parvenir à résoudre ce conflit. Je dis peu importe les rapports. Je pense que peu importe ce rapport ou un autre, je ne pense pas que ce soit sur la base d'un rapport qu'on parvienne à résoudre ce conflit. J'ai une position qui est constante sur cette question et je l'ai annoncé tout à l'heure en début de cette émission. Je disais, le centre de gravité dans une insurrection ou une contre-insurrection, c'est la population. Il faut qu'on s'occupe de la population, il faut qu'on remette la population en confiance. Il faut que les forces de défense et de sécurité réussissent à gagner les cœurs et les esprits de cette population. Merci, c'est bien compris. Vous l'avez martelé pendant cette émission. On termine par vous, Achille. Il y a déjà un rapport, il y a la crise qui perdure. Peut-être d'accélérer sur la résolution du conflit. Le gouvernement de la République du Cameroun doit cesser d'être plus autiste. La paix dans le nord-ouest et le sud-ouest ne doit pas se résoudre sous le prisme de l'État unitaire. La paix dans le nord-ouest et le sud-ouest ne doit pas se décréter. Vous avez eu à nommer les Public Independent Conciliators. Vous avez eu à mettre sur pied la House of Chiefs. Où en sommes-nous avec ça? Écoutez la population, écoutez les hommes politiques, écoutez la société civile et comprenez que cette guerre, nous pouvons la résoudre si nous restons unanimes. Même si la forme de l'État, tel que le chef de l'État l'a mentionné, n'est pas discutable. On a opté pour la décentralisation et le souhait aujourd'hui... Ma position, je dis, oui, on l'a compris. Faisons tout ce qu'on veut, utilisons la littérature qu'on voudra, mais ce problème ne pourra pas se résoudre sous le prisme de l'État unitaire. Merci beaucoup, mais toujours est-il, l'heure aujourd'hui au Cameroun est à l'accélération de la décentralisation. On espère que les collectivités territoriales décentralisées pourront donc travailler là-dessus pour que le nord-ouest et le sud-ouest, ces deux régions si chères à notre pays, puissent véritablement retrouver la paix et la stabilité. Achille Lejo, merci d'être venu sur ce plateau. Dr Patrick Rifoé, merci de votre disponibilité. C'est une première ici pour le débrief. Amadou Tante, welcome. Thanks for coming. Albert Hubert Bak-Warak, docteur à l'Université de Douala, chargé de cours au département de sciences politiques à l'Université de Douala. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous comprenez que le Cameroun a des intelligences. Malgré les divergences, on a besoin d'un Cameroun fort et plus uni que jamais. Merci à toute l'équipe technique d'avoir réalisé ce programme. Je vous reviens la semaine prochaine puisque demain, c'est le sport avec Marc Lionel Chouamou et juste derrière, le journal.